On ne peut pas déterminer la direction du vent, mais on peut ajuster ses voiles, dit-on. Dans mon métier, c'est-à-dire dans les eaux glacées et sous le ciel gris de la mer du Nord, nous ne nous occupons pas d'ajuster les voiles. Nous identifions, analysons et, si nécessaire, éliminons les menaces véhiculées par le vent. Je m'appelle Carole Bouquet. Quand la plupart des gens me croisent dans les rues du Pas-de-Calais, ils pensent que je suis une Française d'âge mûr, élégante mais ordinaire qui profite de sa retraite. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette femme ordinaire porte sur ses épaules la responsabilité du commandement régional de la mer du Nord, c'est-à-dire des frontières maritimes les plus stratégiques de la France. Et aujourd'hui, en marchant sur le gazon impeccable du club de golf du Touquet, j'étais sur le point de rencontrer 4 hommes qui allaient commettre l'une des plus grandes erreurs stratégiques de ma vie. Le Touquet Paris-Plage. Ce n'est pas seulement une station balnéaire, c'est aussi le lieu de villégiature préféré de la bourgeoisie parisienne, la perle de la Manche. Un havre de paix où les pinèdes rencontrent la mer, où l'air sent toujours le sel et la résine. Les samedis matins sont sacrés pour moi. Je suspends mon uniforme, mes grades et les lourdes étoiles sur mes épaules au vestiaire. J'enfile mon pantalon en lin et mon polo. Mais un soldat, même s'il enlève son uniforme, ne peut jamais éteindre le radar dans son esprit. Il était environ 8h30. L'air était légèrement brumeux mais vivifiant, comme souvent dans le nord de la France. Je me dirigeais vers le 9e trou. C'est mon endroit préféré sur le parcours. Si vous demandez pourquoi, la plupart des golfeurs vous parleront de la beauté du paysage. Mais pour moi, les 9e et 18e trous ont une toute autre signification. C'est une frontière invisible où la vie civile côtoie la base militaire voisine, avec son radar. Chaque fois que je regarde dans cette direction, je sens les câbles à fibre optique qui passent sous le gazon, les énormes antennes paraboliques qui tournent derrière la colline et les battements de cœur des centaines de personnes sous mon commandement. Je savourais le silence. En attendant mon tour, j'ai estimé la vitesse du vent à environ 12 nœuds, soufflant de l'ouest-nord-ouest. Parfait, me suis-je dit à moi-même. Alors que je sortais ma canne de mon sac, j'ai entendu ce bruit dérangeant derrière moi. Vous savez, le ton d'une voix qui brise le silence en dit long sur le caractère de son propriétaire. Ce n'était pas le rire joyeux d'un groupe d'amis, c'était le son de l'arrogance, de cette confiance en soi brute que l'argent peut acheter, mais que l'éducation ne peut raffiner. Je me suis retournée et je les ai vus. 4 hommes, la trentaine ou la quarantaine. Ils portaient des vêtements de golf à la dernière mode, avec des logos tape à l'œil, des prototypes de nouveaux riches venus tout droit du quartier financier de Paris, la Défense, pour célébrer leur petite victoire boursière en province. Ils ne conduisaient pas leurs voiturettes de golf électriques, mais les faisaient rouler sur l'herbe comme des chars d'assaut. Leur chef, reconnaissable à ses cheveux gominés en arrière et à ses lunettes de soleil hors de prix, frappait l'air avec son driver comme s'il s'agissait d'une arbalète. Il parlait fort à ses compagnons, et leur rire couvrait le cri des mouettes. « Écoutez, ai-je entendu dire, quand nous remporterons l'appel d'offres cette semaine, je vous promets que j'achèterai ce club et que j'en ferai un parking. » Les autres ont ri de manière exagérée à la blague superficielle de leur chef, comme s'il s'agissait d'une citation de Voltaire. J'ai décidé de les ignorer. Après tout, c'était un lieu public et un club où toute personne ayant les moyens pouvait devenir membre. Mais ils allaient bientôt apprendre que le concept de lieu public ne signifiait pas qu'on pouvait dépasser les limites de la courtoisie. Je me suis mise en position pour frapper. La concentration est l'arme la plus puissante d'un amiral. Vous laissez le monde extérieur de côté et vous vous concentrez uniquement sur votre objectif. J'ai levé ma batte, j'ai retenu mon bris et... Voum! Une balle de golf siffla à quelques centimètres seulement de ma tête et s'enfonça violemment dans le bac à sable devant moi. Mes réflexes ne me trompent pas. Cette balle m'avait frôlé la tête. Si elle était tombée 10 centimètres plus bas, je ne serais pas en train de raconter cette histoire d'une chambre d'hôpital, ou pire encore. Sur un terrain de golf, frapper avant que le joueur devant vous ait terminé son coup n'est pas seulement une infraction en règle, c'est un danger mortel, une insulte, une impolitesse impardonnable. Je me suis lentement redressée. Je n'ai pas ressenti de colère. Non, nous les militaires n'agissons pas sous le coup de la colère. Nous évaluons la situation. Ce que je ressentais à ce moment-là, c'était une perception de menace. Et la source de cette menace était le groupe de 4 personnes derrière moi. Je me suis retournée et je les ai fixés du regard. Leur chef, la main sur le front, me regardait en souriant.
À côté de lui, un autre gloussait en tendant sa bouteille de whisky à son voisin. N'aucun d'eux ne semblait préoccupé. N'aucun d'eux ne m'a dit « pardon, excusez-moi » ou « ça va ». Au contraire, leur face affichait une expression insolente qui semblait dire « qu'est-ce que tu fais là ?»« Hé !» a crié leur chef. Sa voix a fendu le vent. « Ma balle est là ? Regarde !» Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de m'arrêter et de le regarder. Ce silence est généralement ce que mes subordonnés appellent le calme avant la tempête, et ils se mettent immédiatement au garde à vous. Mais cet homme pensait que mon uniforme était invisible et que j'étais une vieille dame. Ils ont commencé à marcher vers moi. Même leur démarche était menaçante. L'atmosphère paisible du terrain de golf s'était soudainement tendue, laissant place à l'ambiance électrique qui précède une bagarre dans un bar. Leur chef s'est arrêté à environ 10 mètres de moi. La marque de son t-shirt valait probablement le salaire mensuel de ma tante, mais son attitude ne valait pas un clou. « Je te parle, tante », dit-il d'un ton encore plus moqueur. « Tu es trop lente. Tu ralentis notre rythme. Pousse-toi pour laisser jouer les pros. Cet endroit est réservé aux joueurs sérieux, pas aux mamies qui font leur promenade dominicale. » Tante, mamie. Les mots sortaient de sa bouche comme des balles. Mais ce n'étaient pas les mots qui étaient blessants, c'était l'état d'esprit derrière ces mots. Parce que j'étais une femme, parce que j'avais un certain âge, il supposait que j'avais moins le droit d'être là que lui. Ma présence n'était qu'un obstacle sur son terrain de jeu. Je me suis dirigée vers la balle qui gisait sur le sol. J'ai ramassé la balle blanche, à moitié enfouie dans le sable. Elle était de marque Titleist Pro V1X. Le mot « roi » était écrit au crayon rouge dessus. Comme c'était significatif. Lorsque j'ai pris la balle dans ma main, le sourire de l'homme s'est effacé. « Hé, cette balle est à moi, lâche-la. » Je fis tourner la balle entre mes doigts. Je le regardai dans les yeux, dans ses petits pupilles effrayés derrière ses lunettes de soleil hors de prix. « Le golf, dis-je d'une voix aussi froide et claire que le vent du Nord, est un sport de gentleman, monsieur. Mais je constate qu'il y a ici un manque de gentleman. Les règles du terrain sont claires. On ne frappe pas avant que le joueur devant ait terminé son trou. C'est une règle de sécurité fondamentale. » L'homme éclata de rire. Il se tourna vers ses compagnons et dit « Vous avez entendu ? Cette dame nous donne des leçons. Pierre, sais-tu combien coûte l'adhésion à ce club ?» Il fit un pas de plus vers moi. Il envahissait désormais mon espace personnel. « Écoutez, madame, » dit-il d'une voix menaçante, « savez-vous qui je suis ? À Paris, un simple coup de fil suffit pour faire supprimer votre pension de retraite. Maintenant, pose cette balle par terre comme une gentille fille, monte dans ta voiture et retourne à ta maison de retraite. Sinon, je te fais expulser de ce terrain sous escorte. » Je veux immortaliser cet instant, car cet instant marque un tournant dans l'histoire. Cet homme a pris le plus grand risque de sa vie à ce moment-là et il a perdu. S'il avait su à ce moment-là que la femme en face de lui n'était pas seulement une joueuse de golf, mais aussi la commandante de la flotte chargée de protéger les sous-marins nucléaires français, il se serait probablement agenouillé et aurait demandé pardon. Mais il ne le savait pas, et l'ignorance est la meilleure amie de l'arrogance. Avant de poursuivre cette histoire, je me demande si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire. Quelqu'un vous a-t-il déjà méprisé uniquement en raison de votre apparence physique ? A-t-il ignoré votre force, votre intelligence ou votre position et vous a-t-il écrasé ? Si votre réponse est oui, vous êtes au bon endroit, car ce que vous allez lire dans quelques instants ne sera pas seulement ma vengeance, mais aussi celle de nous tous. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et d'activer les notifications, car vous ne voudrez pas manquer ce qui va arriver à ces types. J'ai mis la balle dans ma poche. Ce geste a mis le feu aux poudres. Le visage de l'homme est devenu rouge vif. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a-t-il rugi. Il s'est mis à marcher rapidement vers moi. Ses 3 acolytes, animés par un instinct grégaire, l'ont suivi. 4 hommes adultes, forts et puissants, s'approchaient d'une seule femme. Une femme normale aurait eu peur. Elle aurait reculé. Elle aurait peut-être même lancé la balle et pris la fuite. Mais je ne recule pas. Je suis un capitaine qui maintient son navire sur sa route au milieu de la tempête. J'ai lentement porté ma main à ma ceinture. Là, caché sous mes vêtements civils, se trouvait un appareil de communication spécial que seuls les officiers de haut rang comme moi pouvaient porter. Cet appareil n'était pas relié au service de sécurité du club de golf, mais directement au centre d'opération du commandement régional, situé à 4 km. L'homme leva la main. Peut-être allait-il me pousser, peut-être allait-il m'arracher la balle des mains. Il ne restait qu'1 mètre entre nous. « Dernier avertissement », a-t-il dit entre ses dents. Je souris. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était le regard qu'un requin lance à sa proie quand il la voit. « Non, messieurs, » dis-je d'une voix aussi froide et claire que le vent du Nord, « c'était votre dernier avertissement. » Et j'ai appuyé sur le bouton de la radio. Je retirai mon doigt du bouton de la radio. Ce petit clic mécanique me parut l'espace d'un instant plus fort que le bruissement de la forêt de pins. L'homme,
Pierre marqua une pause. Son regard se posa sur le petit appareil noir à ma ceinture, mais il ne comprit pas ce que c'était. Il se contenta de rire. Un rire méprisant, nasillard, dérangeant. « C'était quoi ça ?» a-t-il demandé à ses compagnons en souriant. « Tu t'es plaint de nous à ton fils ? Ou tu appelles l'infirmière de la maison de retraite ? Tu lui dis « Allô, apportez-moi mes médicaments, les méchants ont pris mon ballon. » Ses amis ont éclaté de rire à cette blague. L'homme qui tenait la bouteille de whisky s'est avancé. « Allez, tante, ne fais pas la difficile. Donne-nous le ballon, et on te laissera partir sans casser ton drôle de talkie-walkie. » Je ne leur ai pas répondu. J'ai juste regardé l'horizon, cette ligne grise où la forêt s'arrêtait et où commençaient les barbelés de la zone militaire. J'ai jeté un œil à ma montre. 45 secondes. Selon mon protocole d'intervention d'urgence, le délai de réponse à un appel avec le code niveau de menace 2 est de 90 secondes maximum. Mais mes gars, ils sont bons. En général, ils ne mettent pas plus d'1 minute. Pierre perdait patience. « Je te parle !» cria-t-il en m'attrapant par le bras. C'est à ce moment-là qu'il l'a entendu. Au début, ce n'était qu'une vibration, une profonde secousse sous vos pieds, provenant du gazon impeccable et velouté du terrain de golf. Puis le bruit est arrivé, lointain, très lointain, mais avec un rythme caractéristique qui s'amplifiait rapidement. Boup, 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 boup. La main de Pierre est restée en l'air. Il a tourné la tête dans la direction du bruit. Les mouettes se sont envolées en criant. Le vent a soudainement changé de direction. À l'horizon, lorsqu'ils aperçurent cette silhouette grise surgissant soudainement au-dessus des arbres, il était déjà trop tard. Un AS-565 Panther, l'un des chasseurs les plus agiles et les plus meurtriers de la marine française. Son fuselage gris mat se confondait presque avec le ciel nuageux, mais le tourbillon créé par ses rotors prouvait qu'il était bien réel. L'hélicoptère a plané vers nous comme un oiseau de proie. Il arrivait si vite et si bas que j'ai vu les sourires moqueurs des visages de Pierre et de ses amis se transformer en une expression de pure terreur, seconde après seconde. 50 mètres, 30 mètres, 10 mètres. Lorsque l'hélicoptère s'est arrêté juste au-dessus de nous, au-dessus du green du 9e trou, le monde s'est transformé en apocalypse. Le downwash créé par les rotors a provoqué une tempête de 150 km/h. Les cheveux soigneusement gominés que Pierre aimait tant se sont emmêlés. Son chapeau de marque coûteux s'est envolé et est tombé dans l'étang derrière lui. Les voiturettes de golf électriques ont été secouées par la violence du vent et les clubs coûteux qu'elles contenaient, les drivers et les putters, ont été éparpillés partout. Dans la poussière qui s'élevait comme une tempête de sable, les 4 hommes se sont effondrés au sol, se couvrant le visage de leurs mains. Ils avaient pris la position du fœtus. Les conquérants de Paris, les maîtres du monde d'il y a quelques instants, étaient désormais devenus de petits enfants tremblants à l'ombre d'un énorme monstre d'acier. Quant à moi, je suis resté immobile. Les marins connaissent le vent. Nous ne luttons pas contre le vent, nous nous appuyons sur lui. J'ai écarté les jambes à la largeur des épaules, j'ai équilibré mon poids et j'ai laissé le vent fouetter mes cheveux et mes vêtements. J'ai regardé l'hélicoptère sans cligner les yeux. Je pouvais voir le casque du pilote, ses yeux derrière la visière. Il m'a fait un signe de pouce. La porte latérale de l'hélicoptère s'est ouverte. 2 fusiliers marins en tenue complète, armés de fusils automatiques et le visage masqué, sont apparus à la porte. Ils n'ont pas pointé leurs armes, ce n'était pas nécessaire, mais leur présence suffisait à faire passer la situation d'une dispute de golf à une question de sécurité nationale. Le bruit était essourdissant, mais j'entendais clairement la voix qui sortait de ma radio. « Cible localisée, commandant. Nous attendons vos ordres. » J'ai porté la radio à ma bouche. « Restez en attente, lieutenant. Juste une petite opération de nettoyage. » Je me suis dirigé vers Pierre. Il essayait de rester à genoux, mais le vent le faisait tomber. Ses lunettes étaient tombées et ses yeux étaient écarquillés de peur. Il n'y avait plus aucune trace de son arrogance de tout à l'heure. Je me suis penché. Mon visage n'était qu'à quelques centimètres de lui, et malgré le bruit de l'hélicoptère, je n'avais pas besoin de crier pour me faire entendre, car à ce moment-là, j'étais le seul centre d'intérêt au monde. Les trous 9 et 18 de ce terrain de golf sont dans la zone de sécurité de la base radar militaire. L'ouverture de cette zone à l'usage civil relève entièrement de l'initiative du commandement régional de la mer du Nord et l'autorisation d'utilisation est renouvelée annuellement avec ma signature.
Pierre ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. À l'instant, ai-je poursuivi en sortant de ma poche la balle portant l'inscription King et en la déposant dans sa main tremblante, j'ai annulé cette autorisation. Je me redressai et le regardai de haut. Vous n'avez plus le droit de jouer au golf ici. Vous n'avez même plus le droit d'entrer dans ce club. Désormais, le seul sport que vous pourrez pratiquer dans cette zone sera de servir le thé aux techniciens de maintenance radar derrière les barbelés. Pierre fixait la balle dans sa main, puis il m'a regardé, puis l'hélicoptère militaire au-dessus de lui. Il commençait à comprendre la gravité de la situation et l'ampleur de la force à laquelle il était confronté. « Vous, qui êtes-vous » a-t-il balbutié. Sa voix se perdait dans le vent, mais je pouvais lire sur ses lèvres. Je ne répondis pas. À la place, je lui montrai du doigt 2 jeeps militaires qui approchaient en faisant retentir leurs sirènes depuis le bord du terrain. La sécurité de la base était arrivée. Ils vont vous arrêter pour intrusion dans une zone militaire interdite, résistance à un officier supérieur en service et menace à la sécurité nationale, dis-je calmement. Ne vous précipitez pas pour appeler votre avocat, monsieur, parce que les téléphones ne fonctionnent pas dans les locaux de la police militaire. Les soldats descendirent des jeeps et encerclèrent les hommes avec une rapidité professionnelle. Sans même pouvoir protester, Pierre et ses amis furent embarqués dans les véhicules militaires vêtus de leurs coûteuses tenues de golf. Alors qu'on le faisait monter dans le véhicule, Pierre se retourna une dernière fois vers moi. Son regard n'exprimait plus de colère, mais seulement un pur regret et de la peur. Regarder la justice se faire procure une étrange et sauvage sérénité, n'est-ce pas? Voir les tyrans, ceux qui utilisent leur pouvoir pour écraser les autres, se briser comme des caillots contre un rocher plus grand qu'eux. Si, comme moi, vous aimez les histoires où l'arrogance ne reste pas impunie, c'est le moment idéal. Aimez la vidéo et écrivez « justice » dans les commentaires. Car croyez-moi, pour Pierre, ce n'était que le début. Le cauchemar juridique et financier ne faisait que commencer. Après avoir confirmé que les hommes avaient été emmenés, l'hélicoptère m'a salué légèrement avant de s'élever et de retourner à la base. Le vent s'est calmé, les mouettes sont revenues, le silence a de nouveau envahi le Touquet. J'ai regardé les sacs de golf renversés sur le sol et les empreintes de pas sur l'herbe. J'ai sorti mon téléphone portable. Il était temps de passer du mode « commandant Carole » au mode « stratège Carole ». Ces hommes ne m'avaient pas seulement manqué de respect, ils avaient attaqué tout ce que je représentais. Et la discipline militaire exigeait que la menace soit complètement neutralisée. Il ne suffisait pas de les expulser du terrain. J'ai trouvé le nom Philippe, conseiller juridique spécial, dans mon répertoire et je l'ai appelé. « Bonjour Philippe », lui ai-je dit d'une voix aussi suave que d'habitude. « Je suis désolée de vous déranger pendant le week-end, mais c'est urgent. Je voudrais que vous examiniez toutes les activités commerciales, les relations d'affaires et en particulier les marchés publics d'un certain Pierre, dont nous allons bientôt connaître le nom de famille grâce au registre militaire. » Une voix étonnée s'est fait entendre à l'autre bout du fil. « Bien sûr Philippe, mais pourquoi? Que cherchons-nous » J'ai souri. Cette fois-ci, mon sourire était comme le soleil qui perce à travers les nuages, éclatant mais brûlant. « Tout, Philippe, répondis-je. Évasion fiscale, société écran, appel d'offres irrégulier, tout ce qu'il y a. Parce que ce monsieur vient de me dire qu'il allait acheter ce club pour en faire un parking. Je veux lui apprendre ce que ça fait de ne plus pouvoir payer son parking. » J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé le drapeau du 9e trou. Le vent soufflait toujours de l'ouest. Le temps des réglages était terminé. C'était maintenant l'heure de la tempête. 2 heures après ce petit spectacle sur le terrain de golf, j'étais dans le bureau de ma maison du Touquet. C'est mon refuge. Un mur est entièrement vitré et donne sur la Manche, grise et agitée. L'autre mur est recouvert de ma bibliothèque en acajou qui va du sol au plafond. Sur mon bureau, il n'y avait qu'un ordinateur portable et une clé USB noire contenant les fichiers cryptés envoyés par Philippe. « Pierre Lemaire » était le titre du fichier. « Pierre Lemaire », murmurai-je, « c'est donc ton nom. » Lorsque j'ouvris le dossier, je découvris non seulement un homme, mais aussi tout un empire de mensonges. Pierre Lemaire, 42 ans, PDG de la société Lemaire Global Logistics, star des magazines, lauréat du prix Entrepreneur de l'année, star montante des réseaux sociaux. Mais les notes de Philippe révélaient la pourriture qui se cachait derrière cette vitrine brillante. « Carole, disait la note vocale de Philippe, cet homme est un cadavre ambulant. Techniquement, son entreprise aurait dû faire faillite il y a 6 mois, mais grâce à des méthodes de comptabilité créatives, il semble tenir le coup. Ils ont 12 millions d'euros de dettes auprès des banques. La plupart de leurs biens personnels sont hypothéqués. Même cette voiturette de golf qu'il exhibe est probablement louée. Je me suis approché de l'écran. Un détail a attiré mon attention. Une date et un nom de projet. Projet Northwind,
Appel d'offres logistique. Mon sang s'est glacé. Cet appel d'offres concernait la maintenance et la logistique des éoliennes en mer relevant de ma responsabilité, d'une valeur de 40 millions d'euros. Et d'après les informations contenues dans le dossier, la société de Lemaire menait une campagne de lobbying agressive pour remporter cet appel d'offres. S'il remportait cet appel d'offres, il rembourserait ses dettes grâce à l'avance qu'il recevrait et continuerait à maintenir son faux royaume. C'était donc ça ton plan, Pierre, ai-je dit en regardant l'écran. Utiliser l'argent de l'État pour renflouer ton navire en perdition. Mais il y avait plus. Philippe avait creusé profondément. Non seulement la situation financière de Pierre était un champ de mine, mais sa vie privée l'était aussi. En annexe du dossier, il y avait des informations sur l'épouse de Pierre, Madame Claire Lemaire. Claire était la fille d'une ancienne famille d'industriels. C'était elle la véritable source du capital de Pierre. Cependant, depuis 2 ans, Pierre transférait régulièrement de l'argent des comptes de l'entreprise vers un compte à Monte-Carlo sous le nom de frais de consultation. Et ce compte n'était pas au nom de Claire, mais au nom d'une mannequin Instagram de 24 ans. Je me suis adossée et j'ai regardé la mer. Les vagues déferlaient sur le rivage. J'avais entre mes mains une bombe nucléaire. Je pouvais seulement poursuivre Pierre pour intrusion dans une zone interdite. Cela lui aurait valu une amende et peut-être quelques heures de travaux d'intérêt général. Mais cela n'aurait pas été à la hauteur de l'irrespect dont il avait fait preuve à mon égard. Mon objectif était de détruire les racines qui nourrissaient son arrogance. Ma stratégie a commencé à prendre forme. 1. Front financier. Il ne suffisait pas de l'empêcher de participer à l'appel d'offres, je devais prouver que les lettres de garantie présentées à la commission d'appel d'offres étaient fausses. 2. Front familial. Madame Claire Lemaire. Elle était la variable la plus innocente mais aussi la plus puissante de cette équation. Elle avait le droit de savoir que l'argent de son mari était versé à sa maîtresse. 3. Front de la réputation. Je devais détruire son image d'entrepreneur de l'année. À ce stade, j'aimerais vous poser une question. Si quelqu'un vous humiliait et était en plus un escroc qui tentait de voler l'argent du peuple, feriez-vous preuve de clémence ou utiliseriez-vous tous les moyens à votre disposition pour le détruire complètement? Puis-je voir ceux qui ont écrit « pas de pitié » dans les commentaires? Car dans mon vocabulaire, il n'y a pas de pitié pour ceux qui s'attaquent à la patrie et à l'honneur. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Philippe, mais quelqu'un d'autre cette fois-ci. Le lieutenant Rousseau, le petit génie de l'unité de cybersécurité. « Commandant » dit Rousseau, d'une voix aussi énergique que d'habitude. « Rousseau, lui ai-je dit, je veux que vous effectuiez un scan de sécurité légale sur les serveurs de la société Lemaire Global Logistique. Vérifie en particulier s'il y a des inconsistances dans les documents relatifs au marché public. Et, Rousseau, à vos ordres, commandant. Filtre également les mots-clés Monte-Carlo et Conseil dans les emails de la société. Envoie-moi directement les résultats par ligne cryptée. Compris, commandant. Jusqu'où allons-nous? Jusqu'au fond de l'océan, Rousseau. Jusqu'au fond de l'océan. J'ai raccroché. Pierre était actuellement en garde à vue, pensant probablement « je sortirai dans quelques heures, j'appellerai quelqu'un et je m'en occuperai ». Il ne savait pas que la tempête qui l'attendait à sa sortie serait bien plus violente que le vent de cet hélicoptère. Le soir tombait, le soleil se couchait, peignant le ciel d'un rouge sang. Je me suis servi un verre de Bordeaux. Ma prochaine étape allait viser le château fort de Pierre, son mariage et ses ressources financières. Mais ce n'était pas moi qui allais le faire, c'était la stupidité de Pierre qui allait s'en charger. Je n'allais être que le poste. On a sonné à la porte. C'était le coursier de Philippe. Il avait une enveloppe jaune à la main. Elle contenait les photos de Pierre avec sa maîtresse et les originaux des relevés bancaires. Je pris l'enveloppe. Aucun nom n'y était inscrit. « Demain, c'est dimanche », me suis-je dit. « Les petits déjeuners du dimanche sont importants pour les familles. Je pense qu'il est temps d'ajouter un peu de piment au petit déjeuner de Madame Lemaire. » Le dimanche matin, le temps s'écoule plus lentement au Touquet. L'odeur des croissants frais se mêle à celle de la résine des pains. Mais ce dimanche-là, l'atmosphère était différente sur l'élégante terrasse du club de golf. La nouvelle du raid héliporté de la veille s'était répandue comme une traînée de poudre dans le petit monde des mondains parisiens, nourris de ragots. Les tables étaient parcourues de chuchotements à propos d'un « Qui est cette femme? Pierre a-t-il vraiment été arrêté? Qui est réellement le commandant ?» Je me trouvais au milieu de ces murmures, assis à ma table dans le coin de la terrasse.
Devant moi, mon thé Earl Grey et mon journal Le Figaro. Je portais des vêtements civils, mais mon attitude suffisait pour que tout le monde me reconnaisse. Je sentais les regards furtifs, personne n'osait s'approcher de moi. À l'exception d'une personne. À 10h15, une Bentley noire s'est arrêtée à l'entrée du club. La femme qui en est sortie était considérée comme ostentatoire, même selon les standards du Touquet. Avec ses grandes lunettes de soleil Chanel, son sac Hermès Birkin et ses cheveux blonds parfaitement coiffés, elle était une véritable déclaration de richesse ambulante. Mais sa démarche était hésitante, comme si elle portait un fardeau invisible sur ses épaules. C'était Madame Claire Lemaire, la source financière de Pierre. Elle se dirigea directement vers le directeur du club. Elle lui demanda quelque chose d'une voix forte. Le directeur, essuyant son front en sueur, me désigna désespérément. Claire tourna la tête vers moi, telle une chasseuse. Elle retira ses lunettes. Ses yeux étaient gonflés. Elle n'avait probablement pas dormi de la nuit. Elle s'est accrochée de ma table à grands pas, furieuse. Le bruit de ses talons hauts a coupé les chuchotements sur la terrasse comme un couteau. Tout le monde retenait son souffle, observant la tempête qui s'annonçait. Elle s'est arrêtée devant mon bureau. Elle a posé son sac avec force sur la chaise voisine. « Vous !» dit-elle, la voix tremblante, mais pas de peur, de colère. « C'est vous qui avez enlevé mon mari ? J'ai appelé tous les commissariats et tous les hôpitaux toute la nuit. Personne ne veut me donner d'informations. Ils me disent que c'est une affaire relevant de la justice militaire et ils raccrochent. Où est Pierre ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Je posais doucement ma tasse de thé sur sa soucoupe. Je pliai mon journal et la regardais. Je m'attendais à voir devant moi une femme riche et gâtée, mais il y avait autre chose dans ses yeux, du désespoir et une peur profonde. Elle n'était pas la complice de son mari, mais sa victime. Je le compris à cet instant. « Asseyez-vous, Madame le maire », lui dis-je d'une voix non pas autoritaire, mais invitante. « Je ne veux pas m'asseoir, je veux mon mari », s'écria-t-elle. « Votre mari est en sécurité », lui dis-je calmement. « Il se trouve au centre de détention militaire du Pas-de-Calais. En raison de son comportement malheureux et illégal d'hier, il est placé en garde à vue administrative pour 24 heures. Il sera libéré cet après-midi. » Les épaules de Claire s'affaissèrent légèrement. Elle était soulagée. « Il a été arrêté, Pierre ? C'est absurde. Il est juste un peu excitable. Je vais appeler nos avocats. Nous allons vous poursuivre en justice. Pour qui vous prenez-vous » Je pris une profonde inspiration. Le moment était venu. Je plongeai la main dans mon sac, j'en sortis l'épaisse enveloppe jaune et la posai sur la table, juste devant lui. « Savez-vous qui je suis, Claire ?» je dis, utilisant son prénom pour la première fois. Cette familiarité la surprit. « Je suis celle que votre mari a humiliée hier, celle qu'il a traitée de vieille bonne à rien. Mais je suis aussi la seule personne à avoir vu le monde illusoire que votre mari s'est construit avec votre argent. » Claire a regardé l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» ?»« C'est, » j'ai répondu, « un petit résumé de ce que fait Pierre quand il ne joue pas au golf, et surtout la preuve de ce qu'est devenu votre héritage familial. » Claire hésita. Sa main se posa sur l'enveloppe, mais elle ne l'ouvrit pas. Elle me regarda dans les yeux. À cet instant, je vis qu'elle était confrontée à la plus grande peur d'une femme, le doute. Ce ver qui ronge. Elle le savait, elle le sentait, mais elle ne pouvait se l'avouer. « Ouvrez-le », lui dis-je doucement. « Il est temps de distinguer vos amis de vos ennemis. » Les mains tremblantes, elle déchira l'enveloppe. Les photos qui s'en échappèrent se répandirent sur la table. Pierre sur un yacht à Monte-Carlo, à ses côtés une femme d'une vingtaine d'années en bikini. Pierre riant aux éclats à la table de jeu. Et surtout les relevés bancaires que Philippe avait subtilisés. Bénéficiaire Jeannette D, objet service de conseil, montant 50 000 €. La date, la semaine dernière. Claire est devenue livide. En regardant les photos, elle a eu le souffle coupé. Elle a couvert sa bouche d'une main. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux, mais elle n'a pas fait de bruit. C'était une destruction silencieuse. Je me moquais du reste de la terrasse. À présent, il n'y avait plus que 2 femmes. L'une avait trahi, l'autre révélait la vérité. « Je lui ai tout donné », murmura Claire. Sa voix était si faible que le vent faillit l'emporter. « L'héritage de mon père, le capital nécessaire pour créer son entreprise, même cette maison. J'ai tout mis à son nom parce qu'il m'a dit qu'il en avait besoin pour développer son activité. » Elle leva la tête. L'expression fière qui habitait ses yeux avait disparu, laissant place au regard d'un animal blessé. « Il m'a prise pour une idiote. Tout le monde savait, n'est-ce pas ?
Tous ceux qui étaient assis à ces tables derrière, ils savaient que Pierre me dévorait. Je ne sais pas, Claire, dis-je, mais moi je l'ai appris, et je ne l'ai pas laissé faire. Je me suis penchée vers elle. Pierre sortira demain. Il viendra vous voir, il niera ses photos. Il dira que c'est un montage, qu'il s'agissait d'un dîner d'affaires. Il continuera à vous mentir. Parce qu'il a encore besoin d'argent. Il a besoin de vous pour remporter l'appel d'offres, pour financer sa maîtresse. Claire essuya ses larmes. Elle remit ses lunettes Chanel. Mais cette fois, ce n'était pas pour se cacher. C'était comme si elle avait mis son armure de guerre. Elle redressa le menton. « Il ne remportera pas l'appel d'offres, dit-elle. Sa voix ne tremblait plus. Elle était glaciale, elle ressemblait à la mienne. Car même si 60% des parts de la société m'appartiennent sur le papier, je lui ai transféré les pouvoirs de direction. Mais il y a une petite clause dans le document qui régit ces pouvoirs. En cas d'atteinte à la réputation de la société, le président du conseil d'administration perd ses pouvoirs. Je souris. C'était l'allié que je cherchais. « Parfait, dis-je. Alors j'ai une proposition à vous faire, Claire. Demain, quand Pierre rentrera à la maison, ne l'accueillez pas seulement comme une épouse en colère, accueillez-le comme l'actionnaire majoritaire de son entreprise et comme un patron qui lui a retiré ses pouvoirs. Et d'ici là, je sortis une carte de visite de ma poche, celle de Philippe. C'est mon avocat, il est très doué dans ce domaine. Nous avons suffisamment de temps pour geler vos avoirs jusqu'à ce que Pierre sorte de détention. » Claire prit la carte. Le poids invisible qui pesait sur ses épaules semblait avoir disparu. La porte de la cage dorée s'était ouverte, et elle détenait désormais la clé. Elle s'est levée. « Merci », a-t-elle dit. « Puis-je vous demander pourquoi vous m'avez aidé? Après tout, il vous a insulté. » Je pris une gorgée de thé. « Parfois, dis-je, la plus grande force d'une femme est de savoir qu'une autre femme la soutient. De plus, Pierre a envahi mon territoire. Je m'empare donc du sien. » Claire, en marchant vers sa Bentley, laissait derrière elle une énergie complètement différente. Elle n'était plus une victime, elle devenait une chasseuse, et Pierre Lemaire, qui pensait retrouver sa liberté le lendemain matin, allait en fait entrer dans la plus grande prison de sa vie, sa propre maison. J'adore ce moment d'illumination dans les yeux d'une personne. Et vous, avez-vous déjà vécu ce moment de prise de conscience où vous avez réalisé que votre proche était en fait votre pire ennemi? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul, et cette histoire ne fait que commencer pour vous. J'ai rassemblé les photos sur la table. Le front familial de Pierre était tombé. Il était maintenant temps de s'attaquer à son dernier espoir, le front financier, c'est-à-dire de lui retirer ce marché public. Et pour cela, j'avais besoin non seulement d'un avocat, mais aussi d'un peu de technologie. Le lieutenant Rousseau m'a envoyé un message sur mon téléphone. « Commandant, nous avons piraté les serveurs de Lemaire. Ce que nous avons trouvé va vous donner la nausée. Les emails personnels du président de la commission d'appel d'offres correspondent à la correspondance de Pierre. Le pot de vin est prouvé. » Je souris. La partie est terminée, Pierre. Échec et mat. Le lundi matin est le moment où la discipline militaire est la plus intense. La torpeur du week-end est balayée, les uniformes sont repassés au fer blanc et tout le monde prend son poste. Mais ce lundi-là, dans le Pas-de-Calais, il n'y avait pas que les militaires qui faisaient des heures supplémentaires. Le système judiciaire aussi. À 9h00, Pierre Lemaire a été libéré. Je regardais sa sortie depuis la caméra de la caserne militaire. Il ne restait plus rien du playboy du golf de la veille. Son polo coûteux était froissé, son visage était marqué par une barbe d'un jour et ses yeux rougis par le manque de sommeil. Il a mormonné quelque chose au soldat de garde à la porte, probablement un juron, puis il est monté dans le taxi qu'il avait appelé. Sa première réaction a été de se précipiter sur son téléphone. Je pouvais voir d'ici ses doigts trembler sur l'écran. Qui appelait-il? Sa femme? Son avocat? Ou le président de la commission des marchés publics qu'il pensait avoir acheté? Je penchais pour la troisième option. Car pour les hommes comme Pierre, la famille ou la loi passent au second plan. Pour eux, la seule réalité est le flux d'argent. Et à ce moment-là, ils craignaient que ce flux ne s'arrête. Alors que le taxi s'éloignait, je quittais mon bureau. Mais je ne me dirigeais pas vers chez moi. Je me rendais au palais de justice de Lille, au bureau du procureur général. J'avais en main le dossier numérique écœurant préparé par le lieutenant Rousseau. J'ai réfléchi tout au long du trajet. À quoi pensait Pierre en ce moment? Probablement, ce n'est qu'un malentendu, je vais aller régler ça. Je vais graisser la patte à quelques personnes, je vais porter plainte contre cette fichue femme commandant, et tout reviendra comme avant. Ah, Pierre, comme tu es naïf. Mes talons résonnaient dans les couloirs de marbre froid du palais de justice. Le procureur général, M. Dubois, était un vieil ami, un homme honnête, sévère, et qui détestait la corruption. Il m'a accueilli à la porte. « Carole, dit-il en me tendant la main,
C'est rare de te voir par ici, tu es généralement en mer. Il est facile de faire face aux requins en mer, Henri, ai-je répondu en posant le dossier sur son bureau. Les vrais dangers se trouvent sur terre, chez ceux qui portent des costumes. Il ouvrit le dossier. Les emails trouvés par l'équipe de Rousseau, les virements bancaires, les captures d'écran des applications de messagerie cryptée, tout y était. Les magouilles entre la société de Pierre Lemaire et le président de la commission des marchés publics, une commission de 10% promise en échange de l'obtention d'un marché public de 40 millions d'euros. Au fur et à mesure que le procureur général tournait les pages, son visage s'assombrissait. Il fronçait les sourcils. « C'est, dit-il en retirant ses lunettes et en les jetant sur la table, c'est une activité criminelle organisée, Carole. Ce n'est pas seulement de la corruption, c'est aussi de la fraude aux appels d'offres, de la falsification de documents. Cet homme s'est brûlé les ailes. Pas seulement lui-même, dis-je, il mettait aussi en danger la sécurité publique. Si nous avions confié l'entretien de ces éoliennes à cette société écran, elles auraient toutes été emportées par la mer dès la première tempête. » Le procureur général a pris son téléphone. Je donne immédiatement l'ordre d'intervenir. J'envoie les équipes de la brigade des délits financiers à la société. Je vais aussi faire arrêter le président de la commission chez lui. Je me suis adossé à mon siège et j'ai souri. La première domino était tombée. Pendant ce temps, Pierre était arrivé en taxi à son bureau. Le siège social de Lemaire Global Logistics se trouvait au 14e étage de cet imposant immeuble du centre-ville. Grâce à mon œil et mon oreille à l'intérieur, qui n'était autre que Claire, la fidèle assistante de la société, je suivais les événements presque en direct. Pierre est sorti de l'escalator et est entré dans le bureau en criant « Tout le monde au travail !» Sa secrétaire le regardait avec des yeux effrayés. « Apportez-moi un café !» a demandé Pierre en entrant dans son bureau, « et passez-moi ce fichu avocat. » Il s'assit à son bureau. Il alluma son ordinateur. Il entra son mot de passe. Accès refusé. Il fronça les sourcils. Il réessaya. Accès refusé. Compte utilisateur suspendu. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Cria-t-il en tapant sur le clavier. À ce moment-là, la porte de son bureau s'ouvrit. Mais ce n'était pas sa secrétaire qui venait lui apporter son café. C'était Claire Lemaire. Il n'y avait plus aucune trace de la femme effondrée de la veille. Elle portait un tailleur bleu marine aux lignes épurées. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Son visage arborait cette expression glaciale que je connaissais si bien. Pierre se leva, stupéfait. « Claire, ma chérie, que se passe-t-il ? Je n'arrive pas à accéder à mon ordinateur. Et toi, pourquoi es-tu ici ?» Claire s'approcha lentement de la table. Elle posa le dossier qu'elle tenait dans ses mains, celui que je lui avais donné dimanche, sur l'ordinateur fermé de Pierre. « Tu ne peux pas accéder à l'ordinateur, Pierre, parce que j'ai changé les mots de passe. J'ai suspendu les pouvoirs du président du conseil d'administration en vertu de l'article 14 des statuts afin de protéger les intérêts de l'entreprise. » Pierre rit, un rire nerveux, incrédule. « Toi ? Que comprends-tu à la gestion, Claire ? Tu ne sais que dépenser. Ne dis pas n'importe quoi. Donne-moi le mot de passe, je dois conclure un contrat très important. » Claire sourit. « Tu parles du contrat à Northwind ? Ce contrat a été annulé, Pierre. » Pierre pâlit. « Quoi ? Pourquoi ? Qui l'a dit ? » « C'est moi qui l'ai annulé, répondit Claire. J'ai envoyé un courrier officiel au comité d'appel d'offres au nom de l'entreprise pour l'informer que nous nous retirions pour cause d'insuffisance technique. » La pièce devint soudainement glaciale. Pierre essayait de comprendre que le projet de sa vie, son ticket de sortie de l'endettement, venait d'être anéanti d'un simple trait de plume par sa femme. « Tu m'as ruiné !» s'écria Pierre en s'avançant vers elle. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Cet appel d'offres était notre salut !»« Non, Pierre, » répondit Claire sans reculer. « Cet appel d'offres était ton salut. Avec mon argent, avec mon entreprise. C'était le salut de l'argent que tu as dépensé pour ta maîtresse. » En entendant le mot « maîtresse », Pierre s'arrêta. À ce moment précis, des sirènes retentirent en bas du bâtiment. Des sirènes de police. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la police routière, mais la brigade financière. Avez-vous déjà vu, au ralenti, le moment où le monde d'une personne s'écroule ? C'est le moment où l'arrogance fait place à la panique, où la puissance fait place à l'impuissance. Pierre courut vers la fenêtre. En bas, il vit les voitures de police qui bloquaient l'entrée de l'immeuble. Il se tourna vers Claire. « C'est toi qui as fait ça ? C'est toi qui as appelé la police ?» Claire secoua la tête. « Non, Pierre, j'ai juste protégé mon argent. Celle qui a appelé la police, je pense que c'était la tante que tu as humiliée sur le terrain de golf. » La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce sont des policiers en blouse bleue qui entrèrent. « Pierre Lemaire, brigade financière. Vous êtes recherché pour corruption, fraude aux enchères et escroquerie aggravée. »
Pierre regarda Claire avec des yeux suppliants tandis qu'on lui passait les menottes. « Claire, fais quelque chose, appelle l'avocat, sors-moi d'ici. » Claire prit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « J'ai appelé l'avocat, Pierre, » dit-elle, « mais pas pour te défendre, pour qu'il entame la procédure de divorce. » Alors que Pierre était emmené par les policiers, Claire resta seule dans la pièce. Elle s'appuya sur la table, les mains tremblantes. Elle sortit son téléphone et m'envoya un message. « Le front financier est tombé, commandant. Quelle est la prochaine étape ?» À ce moment-là, j'étais dans le bureau du procureur général, regardant par la fenêtre. J'ai lu le message sur mon téléphone et j'ai souri. « La suite, me suis-je dit. La suite, c'est la finale, Claire. Car même si Pierre va aller en prison, il y a encore des gens dehors qui font son sale boulot. Et nous ne laisserons pas le travail à moitié fait. Arrêtons-nous là. Vous voyez, le pouvoir ne réside pas seulement dans la force brute ou le grade. Le vrai pouvoir, c'est d'avoir les bonnes informations et de les utiliser au bon moment. L'erreur de Pierre a été de sous-estimer les femmes qui lui faisaient face. Et maintenant, il en paie le prix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'incarcération de Pierre ne signifie pas que tout est réglé, car le partenaire secret de Pierre n'est pas encore entré en scène. Et croyez-moi, cet homme est bien plus dangereux que Pierre. Selon vous, qui peut être cet associé secret? J'attends vos suppositions dans les commentaires. Et si, comme moi, vous vous êtes exclamé « Oh là là !» lorsque justice a été rendue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Si vous êtes prêts, un visiteur va bientôt arriver dans la cellule de Pierre et ce visiteur va considérablement compliquer les choses. La prison de Lille n'a pas de quartier VIP. Pierre la prend à ses dépens. Ses premières 24 heures passées en garde à vue militaire ressemblent à des vacances comparées à la prison dans laquelle il se trouve actuellement. On l'a placé parmi les criminels de droit commun, les voleurs et les escrocs. On lui a retiré son costume et on lui a donné, comme à tout le monde, une combinaison gris pâle. Il faisait les 100 pas dans sa cellule, un pas en avant, un pas en arrière, comme un rat enfermé dans une cage. Son esprit était confus. « Comment c'est possible ?» murmurait-il sans cesse. « Comment Claire a-t-elle pu faire ça? Cette femme, cette tante, qui sont-ils? Comment ont-ils pu me voler ma vie ?» La porte dure s'ouvrit à nouveau. Un gardien apparut. Il avait l'air renfrogné. « Le maire » cria-t-il. « Votre avocat est là. » Le visage de Pierre s'illumina. Il prit une profonde inspiration. « Enfin, dit-il, mon avocat incompétent a enfin servi à quelque chose. Je vais être libéré sous caution, je le savais. Ce n'est qu'un malentendu. » Il se précipita vers la porte. Le gardien le conduisit à la salle d'audience. En entrant dans la pièce, Pierre s'attendait à voir son avocat, Jean-Claude. Jean-Claude était le classique avocat chauve, transpirant et répétant sans cesse « On va voir, on va régler ça ». Mais la personne assise à la table n'était pas Jean-Claude. Dans la pénombre de la pièce, un homme vêtu d'un costume gris anthracite impeccablement coupé était assis. Il n'y avait ni dossier, ni sac, ni téléphone sur la table, seulement ses mains jointes et la bague en argent à son doigt, sur laquelle était gravé un symbole étrange. L'âge de l'homme était indéterminé. Son visage était comme un masque inexpressif. Ses yeux, en revanche, je les avais déjà vus. C'étaient les yeux d'un homme qui avait connu la guerre, ou pire, qui avait déclenché une guerre. Pierre hésita. « Qui êtes-vous? Où est Jean-Claude » L'homme désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi, Pierre. » Sa voix était douce, mais elle avait une sonorité d'acier qui ne souffrait aucune objection. Pierre s'assit, comme hypnotisé. « Jean-Claude est un peu occupé en ce moment, » dit l'homme. « Il essaie de sauver sa carrière. Il a des problèmes avec le barreau parce qu'il a un client comme toi. »« Je veux partir, » dit Pierre d'une voix tremblante. « Payez ma caution, l'argent n'est pas un problème. L'appel d'offres a été annulé, mais je trouverai un autre moyen. Claire, ma femme est folle, mais je peux la convaincre. » L'homme en costume gris secoua légèrement la tête. Ce geste eut l'essai d'un coup de massue qui anéantit tous les espoirs de Pierre. « Pierre, » dit l'homme, avec l'air déçu d'un professeur. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme, et surtout, tu n'as plus d'avenir. » Il se pencha vers lui. « Nous t'avons donné une chance, Pierre. Tu devais remporter cet appel d'offres pour que nous puissions utiliser ton réseau logistique. Nous t'avons fourni des capitaux. Cette vie luxueuse, ces voitures, ces abonnements au club de golf, nous avons tout financé. En échange, nous n'avons demandé qu'une seule chose. Remporte le projet Northwind et assure-toi que nos cargaisons spéciales soient placées en toute sécurité sous ces éoliennes au fond de la mer. » Le visage de Pierre devint livide. « Mais cette femme, cette commandante, elle a tout gâché. Comment pouvais-je savoir qu'elle serait là ce jour-là ?
Nous n'acceptons aucune excuse, Pierre. Nous n'acceptons aucune excuse. Tu n'as pas seulement échoué, tu as attiré l'attention. Tu as agi de manière suffisamment stupide pour attirer un hélicoptère militaire. Et maintenant, l'homme s'interrompit. Il sortit une photo de la poche de sa veste. C'était une photo de Chloé, la maîtresse de Pierre. Chloé est actuellement à Nice, en train de faire ses valises dans l'appartement que tu lui as acheté. Mais ne t'inquiète pas, nous lui avons trouvé un nouveau sponsor. En échange, elle oubliera tout ce qu'elle saura sur toi. Pierre voulut frapper la table, mais il n'y parvint pas. Ses mains tremblaient. « Vous me menacez ?»« Non, Pierre, » répondit l'homme calmement. « Je vous offre un choix. Le procureur va vous proposer un accord. Ce commandant Bouquet va essayer de nous atteindre, nous, le gros poisson, à travers vous. Ils vont vous demander de devenir témoin à charge. Ils vont vous promettre une réduction de peine. » L'homme se leva. Son visage était maintenant très proche de celui de Pierre. « Si tu donnes un seul nom, si un seul mot sort de ta petite bouche à notre sujet, alors nous ne serons pas responsables de ce qui arrivera à Claire, à ton club de golf que tu aimes tant, et même au commandant que tu détestes. Tu resteras à l'intérieur, Pierre. Tu garderas ta bouche fermée, et nous nettoierons le désordre à l'extérieur. » Il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois et dit « Le silence est or, le bruit, c'est la mort. » La porte se referma. Pierre resta seul dans sa cellule. Mais cette fois, sa solitude n'était pas remplie d'espoir de liberté, mais de pure peur. Désormais, il avait peur non seulement d'aller en prison, mais également de parler. Au même moment, dans mon bureau du commandement régional, j'étais avec le lieutenant Rousseau. Rousseau, l'air inquiet, me tendit sa tablette. « Commandant, dit-il, nous avons reçu un signal de la prison. Il y a une anomalie dans le registre des visiteurs de Pierre Lemaire. » Je pris la tablette. La liste des visiteurs indiquait « Maître Jean-Claude Morel ». Mais l'heure d'entrée et les images de la caméra ne correspondaient pas. « Agrandis l'image, Rousseau », j'ai dit. Sur l'écran, l'image floue d'un homme en costume gris apparut. Son visage était caché par la caméra, mais sa posture, je reconnaissais cette posture. Ce n'était pas un avocat, c'était un nettoyeur. « Merde !» ai-je murmuré. Pierre n'était pas seul. Nous avons mis le doigt sur quelque chose de plus gros que je ne le pensais. Je me suis tournée vers Rousseau. Identifiez cet homme, utilisez la reconnaissance faciale, la base de données d'Interpol, tout ce que vous avez. Et envoyez immédiatement une équipe de protection chez Claire Lemaire, qu'il soit en civil pour ne pas attirer l'attention. Claire est-elle en danger, commandant ? Tout le monde est en danger, Rousseau. Pierre n'était qu'un pion, et maintenant, le roi a sacrifié son pion. Les tours sont les prochaines sur la liste. Je regardais par la fenêtre vers la mer grise. Une tempête approchait. Mais cette fois, ce n'était pas une tempête météorologique. Avez-vous déjà remarqué la profondeur de l'eau dans laquelle vous nagez lorsque le sol sous vos pieds disparaît ? Pierre vient de comprendre qu'il n'était qu'un appât alors qu'il pensait être un requin. Selon vous, qui est cet homme en costume gris ? Et le commandant Carole parviendra-t-il à protéger Claire tout en démantelant ce syndicat international ? L'histoire ne s'arrête pas là, au contraire, elle passe à la vitesse supérieure. Si vous voulez du vrai suspense, ne bougez pas, car dans quelques instants, le chasseur et la proie vont s'intervertir. La mer est l'endroit préféré des gens pour cacher leurs péchés. Sur surface, tout semble calme, les vagues viennent rythmiquement s'échouer sur le rivage, les mouettes crient. Mais en dessous, dans ces profondeurs sombres et sous pression, le silence engloutit tout. Quand j'ai appris que les cargaisons spéciales de Pierre se trouvaient là, au fond de ma mer, je n'ai pas ressenti de la colère. C'était comme si un jardinier avait trouvé une plante grimpante toxique dans la roseraie qu'il entretenait avec soin. Je devais l'arracher. Il est 2 heures du matin. La mer du Nord est plongée dans l'obscurité totale. Je me trouvais sur le pont d'une corvette connue comme le navire fantôme de la marine française, presque impossible à détecter au radar. Le vent soufflait fort, les gouttes d'eau salée qui me frappaient le visage me piquaient comme des aiguilles. Mais je n'avais pas froid, l'adrénaline me tenait chaud. 3 minutes avant d'atteindre la zone cible, commandant, m'a dit l'officier des opérations qui se tenait à mes côtés. C'était un jeune capitaine talentueux, mais peu habitué à ce genre d'opération hors norme. « Les commandos Hubert sont prêts ?» demandai-je, tout en observant à travers mes binocles les lumières rouges clignotantes à l'horizon, ces maudites éoliennes. Les commandos Hubert sont prêts, les drones sous-marins sont actifs, mais commandant, nos autorisations.
Je lui lançai un regard sévère. « J'ai notre autorisation, capitaine, et si ce que nous trouvons là-dessous est bien ce que je pense, personne ne demandera à voir un bout de papier. » Notre navire glissa silencieusement vers le chantier du projet Northwind. La société de Pierre fournissait du soutien logistique à ce projet. Autrement dit, sous le couvert du « soutien », ils ajoutaient d'autres éléments aux fondations des éoliennes. « Plongée libre », ai-je ordonné. 4 ombres vêtues de combinaisons en néoprène noir plongèrent silencieusement dans l'eau. Je me suis installé devant les écrans du centre des opérations. Je regardais les images verdâtres et floues provenant des caméras des drones. Profondeur, 40 mètres. Visibilité, quasi nulle. Seules les lumières des drones éclairaient les pieds métalliques rouillés et les blocs de béton recouverts d'algues. « Contact établi », a dit une voix métallique dans la radio. À pied nord de la turbine numéro 3, une extension non structurelle a été détectée. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Montrez-moi l'image. Sur l'écran, un objet noir cylindrique fixé à la base de béton par d'énormes clins en sellier est apparu. Il ne portait aucune marque, seulement une lumière LED bleue pâle clignotante. « Ce n'est pas une capsule de drogue, me suis-je dit. C'est beaucoup plus complexe que ça. » « Commandant, c'est un data leach, dit le lieutenant Rousseau dans mon oreillette. Sa voix était enthousiaste. Ces appareils s'attachent magnétiquement aux câbles en fibre optique et copient toutes les données qui passent. Ils écoutent les câbles Internet transatlantiques qui passent sous la Manche. Mon sang se glaça. Pierre Lemaire n'était pas seulement un escroc. Il était, consciemment ou non, le sous-traitant d'un réseau d'espionnage international. Cet homme arrogant sur le terrain de golf tenait en fait un couteau qui tranchait l'artère numérique du pays. « Je veux cet appareil », dis-je, tout de suite. À ce moment-là, l'opérateur radar du navire a crié « Commandant, un aéronef non identifié approche. Il vole très bas et très vite. Ce n'est pas un drone militaire. » Au même moment, le chef de l'équipe de protection que j'avais envoyé chez Claire m'a envoyé un signal d'urgence. Mon téléphone a sonné, c'était Claire. « Ne réponds pas », m'a dit le soldat en moi. « Concentre-toi sur l'opération. »« Réponds », m'a dit la femme en moi. « C'est toi qui l'as mêlée à cette affaire. » J'ai décroché le téléphone. « Carole !» a crié Claire. En arrière-plan, on entenda des bruits de verres brisés et des explosions sourdes. « Ils sont là, les hommes de cet homme en costume gris. Ils sont dans le jardin. Votre garde a été blessé. » Le temps s'est arrêté. D'un côté, un dispositif d'espionnage menaçant la sécurité nationale, qui devait être retiré du fond de la mer, et un drone armé qui tournait au-dessus de nos têtes. De l'autre côté, une femme innocente prise entre deux feux à cause de moi, à cause de ma stratégie. Les paroles de l'homme dans la cellule de Pierre résonnaient dans les oreilles. « Nous allons nettoyer le désordre à l'extérieur. »« Capitaine !» ai-je crié, ma voix résonnant comme le tonnerre sur le pont. « Verrouillez les canons anti-aériens sur ce drone. Dites aux plongeurs de laisser l'appareil et de remonter à la surface. Ça chauffe ici. » Je me suis retournée vers le téléphone. « Claire, écoute-moi. Va dans la salle de panique. Tout de suite. J'arrive. »« Tu ne peux pas venir, tu es trop loin » pleura-t-elle. « Je ne peux pas venir, ai-je répondu, en surveillant la manette des gaz du navire. Mais mes amis peuvent venir. » Je suis passée sur une autre fréquence radio, au pilote du Rafale qui effectuait une patrouille au-dessus du Touquet. Code rouge, cible civile ennemie, je demande un appui aérien rapproché. Transformez ce jardin en enfer, mais ne touchez pas à cette femme. Commandant, a répondu le pilote avec hésitation, nous ne pouvons pas tirer sur une zone résidentielle. Ce n'est pas un ordre, lieutenant, dis-je d'une voix glaciale. C'est une question de survie. Volez à basse altitude, franchissez le mur du son au-dessus du toit de cette maison. Faites-leur ressentir la colère de Dieu. Dans l'obscurité de la mer du Nord, 2 guerres commençaient simultanément, l'une au fond de la mer et l'autre dans le jardin de Claire. Et moi, au milieu, j'essayais de les diriger toutes les deux. Le petit jeu de Pierre était terminé. La guerre des grands avait commencé. Et dans cette guerre, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait que des vainqueurs et des morts. Que feriez-vous à ma place ? Choisiriez-vous votre mission ou votre conscience ? Retireriez-vous cet appareil pour mettre la main sur un secret national ou abandonneriez-vous tout pour venir en aide ? J'attends votre réponse dans les commentaires, car elle pourrait déterminer qui survivra dans les instants qui arrivent. Préparez-vous. Maintenant, le mur du son va être franchi et les vitres vont se briser. Lorsque la vitesse dépasse le son, les lois de l'univers se déforment pendant un instant. Lorsqu'un avion de chasse Rafale dépasse Mach 1 à seulement 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'onde de choc qu'il laisse derrière lui est comparable à une bombe. Les cris de Claire dans le téléphone ont cessé. À leur place, on a entendu un bruit assourdissant. Boum !
Ce n'était pas un explosif, c'était la tactique de démonstration de force de l'armée de l'air française. La nuit calme et aristocratique du Touquet a été secouée par le déchirement du ciel. La voix du pilote retentit dans la radio, hésitante mais maîtrisée. La livraison est effectuée, commandant. Toutes les fenêtres de la zone cible ont été détruites. Les assaillants sont assommés. La police locale est en train d'entrer. Je poussai un soupir de relâchement, mais cela ne dura qu'une seconde, car mon combat continuait. « Commandant !» cria le radariste. « Le drone s'est dirigé vers nous. Il effectue une attaque kamikaze. » Ce petit point noir dans le ciel descendait rapidement, droit vers le pont de notre navire. Il ne venait pas pour nous couler, mais pour détruire le dispositif d'Atalich qui se trouvait sur le pont, effacement des preuves, et de la manière la plus bruyante qu'il soit. Anti-aérien tribord, ai-je ordonné. Feu à volonté. Le système d'armes automatique situé sur le côté du navire s'est mis en marche dans un bruit de scie. Prrt. Des milliers de balles ont été tirées dans le ciel. Le drone a explosé en l'air à 50 mètres du navire. Ses débris enflammés sont tombés dans la mer en sifflant. Le silence revint. Mais cette fois, c'était le silence de la victoire. « Les plongeurs sont à la surface », a déclaré l'officier des opérations. « L'appareil est sécurisé. » Lorsque nous sommes revenus au port aux premières lueurs du jour, le spectacle qui m'attendait n'était pas celui d'un champ de bataille, mais celui d'un réveil. Le port grouillait de policiers, des minibus noirs, des équipes d'enquêteurs. Mais mes yeux ne cherchaient qu'une seule personne. Au bord du quai, une femme tremblante était assise, recouverte d'une couverture. Claire. À côté d'elle se tenait mon garde du corps, blessé alors qu'il tentait de la protéger, le bras bandé. Je suis descendue du bateau, je me suis dirigée directement vers Claire. Elle s'est levée en me voyant, son visage était couvert de suie, de poussière et de larmes. Il ne restait plus rien de la femme aux lunettes Chanel de la veille, mais ses yeux n'avaient plus non plus l'air désespérés qu'ils avaient au club de golf. Nous nous sommes embrassés. Un amiral et une femme d'affaires en faillite, nous avions beaucoup de choses à nous dire, mais les mots étaient inutiles. Elle m'était reconnaissante de lui avoir sauvé la vie. Quant à moi, je la respectais pour son courage. « Les avez-vous vus » m'a-t-elle demandé dans un murmure. « Les hommes dans le jardin » ? « Oui, répondis-je. Plus précisément, mon pilote les a vus. Ils sont tous sous surveillance policière à présent. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi en veulent-ils à Pierre ? Il n'était qu'un simple amateur d'argent. » Je lui montrai le sac étanche que je tenais à la main. Il contenait le Datalich. Parce que Pierre a pris l'argent de gens qui n'auraient pas dû le lui donner, Claire. Et ces gens ne veulent pas récupérer leur argent, ils veulent que leur secret reste secret. Claire secoua la tête. Cet homme en costume gris, qui se faisait passer pour l'avocat de Pierre, je l'ai vu, il était dans le jardin. Il était là quand l'attaque a commencé, mais quand les policiers sont arrivés, il s'est enfui, ai-je complété. Oui, dit Claire. Mais avant de partir, il m'a regardé et il m'a souri. Ce détail me glaça le sang. Lorsqu'une opération échoue, un professionnel ne sourit pas. S'il sourit, cela signifie que le plan initial fonctionne toujours. Rousseau, j'ai dit dans le talkie-walkie. Emmenez l'appareil au laboratoire, appliquez les protocoles de cryptage les plus élevés et trouvez-moi l'identité de cet homme en costume gris, immédiatement. Je ne suis pas rentrée chez moi. Après avoir installé Claire dans un hôtel sûr, je me suis rendue à mon bureau. L'appareil était devant moi, et une seule question occupait mon esprit. Pierre était à l'intérieur, nous avions l'appareil, l'attaque avait été repoussée, alors pourquoi cet homme avait-il souri ? La réponse est venue avec une nouvelle qui est apparue sur mon écran d'ordinateur. Dernière minute, incendie à la prison de Lille. 3 détenus sont morts intoxiqués par la fumée lors d'un incendie dans l'infirmerie. Je n'avais pas besoin de lire la suite de l'article, je savais qui étaient les victimes. Pierre Lemaire était mort. J'ai frappé du poing sur la table. « Nettoyage », ai-je dit. Il avait dit qu'on allait nettoyer le désordre à l'extérieur. L'homme en costume gris avait fait taire Pierre, et cela sous notre surveillance. C'était un défi. « Tes règles, tes lois ne peuvent pas m'arrêter », disait-il. Je me suis levée. J'ai regardé la mer grise par la fenêtre. « Tu te trompes », me suis dit. Cela ne fait que m'énerver davantage. Que pensez-vous de la justice ? Que le coupable aille en prison ou qu'il meure ? Pierre a-t-il eu ce qu'il méritait ou a-t-il été victime d'un jeu beaucoup plus vaste ? Et surtout, qui sera la prochaine destination ? Claire ? Ou moi ? Pour gagner cette guerre, je vais devoir enfreindre les règles. Et maintenant, le moment est venu d'enlever mon uniforme et de descendre dans les ombres. Êtes-vous prêts ?
L'appel téléphonique de Paris est arrivé avant même que le corps de Pierre ne refroidisse. C'était le secrétaire d'État à la Défense. Sa voix avait cette intonation distante et menaçante, propre aux bureaucrates. Commandant Bouquet, dit-il, nous avons reçu vos rapports sur l'incendie de la prison de Lille et votre démonstration aérienne au Touquet. La situation est extrêmement délicate. Délicate ? Demandai-je en froissant le rapport sur la mort de Pierre. Monsieur, un témoin sous la protection de l'État a été tué dans une prison. De plus, l'appareil que nous avons saisi est un outil d'espionnage qui compromet notre sécurité nationale. Le mot délicate n'est-il pas un peu léger ? Il y eut un profond silence à l'autre bout du fil. Carole, dit le secrétaire d'État d'une voix plus basse cette fois, les ordres viennent d'en haut. La mort de Pierre Lemaire sera enregistrée comme un accident. Quant à l'appareil, il sera remis aux autorités compétentes et l'affaire sera classée. L'enquête est suspendue. Vous devez prendre un congé immédiatement. Je raccrochai le téléphone. Je n'étais pas surpris. Les rouages de la bureaucratie tournaient toujours pour broyer la vérité. Mais ils ne me connaissaient pas. Je n'étais pas de ces capitaines qui abandonnent leur navire dans une mer déchaînée. J'ai regardé les étoiles sur mon uniforme. J'avais lutté pendant des années pour obtenir ces grades, l'honneur, la discipline, la patrie. Mais aujourd'hui, ces étoiles me semblaient être des chaînes. Si elles ne pouvaient pas rendre justice, quel était le sens de cet uniforme ? J'ai lentement retiré ma veste. J'ai posé mes grades et mes médailles sur la table. J'ai également posé mon arme à côté. Je n'étais plus le commandant Carole. J'étais simplement Carole. Et Carole n'avait rien à perdre. Je suis sortie du bureau. Je n'ai pas pris ma voiture de fonction, mais ma voiture personnelle. Je me suis dirigée vers une ancienne cabane de pêcheurs à l'extérieur de la ville. C'était le refuge du lieutenant Rousseau. Quand je suis entrée, Rousseau était assis devant ses ordinateurs et Claire était assise près de la fenêtre, une tasse de café à la main. La peur avait disparu du visage de Claire, remplacée par une étrange détermination. « Bienvenue, commandant », a dit Rousseau en se levant. « Appelez-moi Carole, lieutenant », ai-je répondu. « Nous ne sommes plus en mission officielle. À partir de maintenant, nous sommes en protocole fantôme. Rien de ce qui sortira de cette pièce ne sera consigné. » Rousseau sourit. « Compris, Carole. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai trouvé l'homme en costume gris. » Il projeta une image sur l'écran. Il s'agissait d'une image floue provenant des caméras de sécurité du port de Calais. Notre homme montait dans une Jaguar noire. « Il s'appelle Victor Volkov, dit Rousseau. C'est un ancien agent du KGB. Après la guerre froide, il s'est mis à son compte. On le surnomme le chirurgien, car il ne laisse aucune trace derrière lui. Il se contente d'éliminer sa cible. « Où est-il maintenant » demandai-je. « Toujours en France, répondit Rousseau, et il ne semble pas avoir l'intention de partir. Le suivi du signal indique que son téléphone se trouve près d'anciens abris allemands au nord du Touquet. » Je fronçai les sourcils. Ces abris dataient de la Seconde Guerre mondiale et étaient abandonnés depuis des années. Pourquoi se cacherait-il là-bas ? Claire intervint soudainement. « Parce qu'il ne s'y cache pas, il attend quelque chose là-bas. » Nous nous sommes tournés vers elle. Claire s'est approchée de la table. Pierre m'avait dit un jour qu'il utilisait un ancien abri dans cette région comme un dépôt privé, un endroit qui n'apparaissait pas dans les registres de la société, où il n'y avait que de l'argent liquide et certains documents d'assurance. Tout s'expliquait. Victor avait tué Pierre, mais il n'avait pas terminé son travail. Pierre cachait peut-être dans cet abri un moyen de faire pression sur les patrons de Victor, et Victor ne partirait pas sans trouver ce moyen. « Nous devons nous rendre à cet abri avant lui, dis-je. »« Mais comment ?» demanda Rousseau. « C'est un tueur professionnel. Nous sommes un hacker, un ancien soldat et une femme d'affaires. » Je regardai Claire. « Claire, connais-tu le mot de passe du dépôt de Pierre ?»« Je ne sais pas, répondit Claire. Mais les codes de Pierre suivent toujours la même logique. Des dates d'anniversaire, des dates importantes. Je peux essayer. » J'ai pris une profonde respiration. Alors, voici le plan. Nous allons attirer Victor là-bas, mais selon nos règles. Je sortis de ma poche le data leech que j'avais pris avant de quitter le laboratoire. « Rousseau, dis-je, active le signal de cet appareil, mais indique sa position comme étant celle de l'abri. Victor doit croire que l'appareil est caché dans l'entrepôt de Pierre. »« C'est un piège, dit Rousseau. Et s'il ne mord pas à l'hameçon ? Il mordra à l'hameçon, répondis-je, parce que c'est un chirurgien, et les chirurgiens détestent laisser une opération inachevée. À minuit, nous étions devant cet abri en béton,
au cœur de la forêt du Touquet. Il pleuvait légèrement. Je portais ma tenue tactique noire, mais sans aucun insigne officiel. J'avais mon arme personnelle, un Sig Sauer P226, à la main. Rousseau et Claire attendaient dans la voiture, à distance respectable. Rousseau avait piraté les caméras de sécurité du refuge et me montrait l'intérieur sur sa tablette. Nous avons activé le signal. 10 minutes plus tard, des phares sont apparus sur la route forestière. Une Jaguar noire. Victor était arrivé. Il est sorti de la voiture, son costume impeccable était impeccable, même sous la pluie. Il tenait un pistolet avec un silencieux, il s'est dirigé vers la porte du refuge. J'ai entendu Rousseau murmurer dans la radio « Il est à la porte, il entre ». Lorsque Victor est entré, je me suis glissée hors de l'ombre et j'ai fermé la porte derrière lui. Le bruit de la porte en fer résonna. Victor se retourna rapidement. Il pointa son arme sur moi. Je fis de même. 2 professionnels. 10 mètres nous séparaient. « Commandant Bouquet, » dit Victor dans un français sans accent, « je vous attendais. Vous n'étiez pas censé profiter de votre retraite ?» J'ai essayé le golf, ai-je répondu. Mais les insectes du terrain ont gâché mon jeu. Victor a souri, ce sourire froid que j'avais vu dans la cellule de Pierre. « Donne-moi l'appareil, Carole, dit-il, et je laisserai ta petite amie Claire en vie. Sinon, tu pourrais avoir un accident, comme Pierre. » Pierre n'était pas un accident, ai-je répondu. C'était une exécution. Et tu sais quelle est ton erreur, Victor? Tu penses que tout le monde a peur de toi. Mais tu oublies une chose. Qu'est-ce donc? Quand tu accules une mère, une épouse ou un patriote, ils n'ont pas peur, ils attaquent. J'ai appuyé sur la télécommande que j'avais dans la main. À l'intérieur de l'abri, les petits explosifs que nous avions placés parmi les cartons de feux d'artifice de contrebande stockés par Pierre se sont activés. Ce n'était pas une grosse explosion, juste un chaos destiné à détourner l'attention. Les lumières ont explosé, la fumée a envahi les lieux. Victor a trébuché. Et je me suis enfoncée dans l'ombre. Ce n'était plus une opération d'arrestation, c'était une chasse. Et dans la forêt, ce sont les loups qui fixaient les règles. Avez-vous déjà, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, enfreint toutes les règles pour faire ce qui était juste? Si oui, vous me comprenez. Victor ne sortira pas de cet abri cette nuit. C'est lui ou moi. Retenez votre respiration pour la finale, car à la fin, les masques tomberont complètement et la mer du Nord révélera le plus grand secret de son histoire. La visibilité était nulle dans la fumée. L'odeur de poudre et d'humidité se mélangeait. La première balle tirée de l'arme de Victor ricocha sur le pilier en béton à côté de ma tête. Il faisait preuve de professionnalisme. Il ne tirait pas au hasard dans la panique, mais visait précisément l'endroit d'où venait ma voix. Mais il était sur mon terrain. J'avais mémorisé les plans de cet abri dans un exercice dans les années 1980, avant même que Rousseau ne le pirate. Je me suis caché derrière un bloc de béton. J'ai contrôlé ma respiration. À 3 heures, me suis-je murmuré. J'entendais ses pas, des pas lourds, mais assurés. « Carole », a appelé Victor dans l'obscurité. Sa voix était calme. « Ne complique pas les choses. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dans cet appareil. Ce n'est pas seulement un enregistreur de données. » Je changeais de position. Je rampais vers sa gauche. « Éclaire-moi, Victor, dis-je en faisant résonner ma voix. Pourquoi Pierre est-il mort ?» Victor a ri. Pierre, cet idiot pensait que les éoliennes ne servaient qu'à produire de l'électricité. Mais nous avons construit une porte dérobée sous ces éoliennes. Une porte dérobée vers le réseau de communication de la flotte nucléaire française. Mon sang se glaça. C'était plus grave que je ne pensais. Il ne s'agissait pas de câbles Internet, il s'agissait de prendre le contrôle des missiles nucléaires français de la force de dissuasion de France. Donc, dis-je, sans pouvoir cacher la colère dans ma voix, c'est de la trahison? La patrie, rétorqua Victor avec mépris. Les frontières ne sont que des lignes tracées sur des cartes, Carole. Le pouvoir, lui, est bien réel, et nous le vendons aux clients qui paient le plus. À ce moment-là, j'entendis la voix de Rousseau dans mon oreillette. « Carole, fais attention, je te vois sur la caméra thermique. Il est à 2 mètres de toi, juste derrière toi. » Mes réflexes se mirent en marche. Je me retournai et vis le reflet du canon. Bam! Le coup de feu a retenti dans l'abri comme un coup de tonnerre.
Mais ce n'est pas moi qui suis tombée par terre. Victor avait laissé tomber son arme et se tenait le bras gauche. Je n'avais pas tiré. À l'entrée de l'abri, une silhouette tremblante se tenait debout, mon arme de rechange à la main. Claire. « Ne le touche pas !» cria Claire. Sa voix était pleine de peur, mais elle tenait son arme avec détermination. La femme qui avait déchiffré les codes de Pierre et ouvert le coffre-fort était en train de me sauver la vie. Malgré son épaule blessée, Victor essayait d'atteindre son arme avec son autre main. Cet homme n'avait pas l'intention d'abandonner. Je bondis, je me jetai sur Victor, je repoussai son arme d'un coup de pied, je lui assénai un coup sur l'épaule blessée. Il gémit de douleur, mais riposta. En tant que chirurgien, il était passé maître dans le combat rapproché. Il m'étreignit la gorge. Je ne pouvais plus respirer. Mes yeux se sont mis à noircir. Mais à ce moment-là, je me suis souvenu de ce qui s'était passé sur le terrain de golf. Pierre qui m'avait humilié, le secrétaire d'État qui m'avait démis de mes fonctions, ces hommes qui considéraient le monde comme leur terrain de jeu. Non, ai-je grogné. Je sortis le data leech de ma poche. Je frappai de toutes mes forces la tempe de Victor avec ce lourd cylindre métallique. La prise de Victor s'est relâchée. Ses yeux se sont détournés, il s'est effondré au sol. Je me redressai, haletant. Apparemment, dis-je en regardant l'homme inconscient gisant sur le sol, la vitesse des données lui a fait perdre la tête. Claire s'est précipitée vers moi. « Ça va ?»« Je vais bien », ai-je répondu en me retropant la gorge, « grâce à toi. » À ce moment-là, des sirènes retentirent à l'extérieur de l'abri. Rousseau avait rompu le protocole fantôme et appelé les forces spéciales de la gendarmerie. 3 mois plus tard, j'étais assis sur la terrasse du club de golf de Touquet. Il faisait beau. Devant moi se trouvait une limonade fraîche et la copie certifiée conforme de ma lettre de démission. Selon les registres officiels, Victor Volkov avait été arrêté lors d'une opération internationale de contrebande. Les détails sur le sous-marin nucléaire avaient été classés secret d'État. Le secrétaire d'État avait pris sa retraite silencieuse. Mon nom n'apparaissait dans aucun rapport. Mais cela n'avait pas d'importance. Je savais, Claire savait et la mer du Nord savait. Claire s'approcha de mon bureau. Elle portait un élégant ensemble de golf blanc. Son visage était radieux. Elle avait repris l'entreprise de Pierre, mis fin à toutes ses activités illégales et réorienté la société vers le secteur des énergies propres. « Tu es prêt ?» m'a-t-elle demandé en souriant. « Le 9e trou nous attend. » J'ai souri et je me suis levée. Je suppose que je n'ai pas besoin de surveiller mes arrières cette fois-ci. Pas besoin, répondit Claire, parce que maintenant, quelqu'un veille sur toi. Nous avons marché ensemble, vers le terrain. Le vent soufflait légèrement, la mer était calme. La justice ne se manifeste pas toujours dans une salle d'audience, mais parfois sur un terrain de golf, dans un refuge ou dans le regard d'un ami. Nous avions obtenu cette justice de nos propres mains. Il y aura toujours des gens comme Pierre et Victor, mais qu'ils n'oublient pas, peu importe la force du vent, les reines de la mer du Nord ne s'inclinent jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'ici. Si vous aussi vous refusez de vous taire face à l'injustice, si vous aussi vous croyez que le pouvoir ne réside pas seulement dans l'argent ou le rang, mais aussi dans le cœur, partagez cette vidéo. Faisons entendre notre voix plus fort. Et n'oubliez pas, avant de mépriser quelqu'un, vous ne savez jamais quelle tempête se cache derrière cette personne. Je suis Carole Bouquet. La partie est terminée.